Donc ça commence. Bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui le 8 mars 2021 pour célébrer la fête de la femme. J'ai le plaisir de compter parmi nous, en plus de nos étudiants et de nos enseignants, nos alumni. Donc nos alumni qui est deux étudiantes, anciennes étudiantes qui brillent actuellement et qui ont accepté de dévoiler leur parcours professionnel pour motiver nos étudiants et les éclairer. J'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi l'étudiante Enfel Fennour, qui a eu l'amabilité d'accepter de jouer le rôle de modératrice de ce 7e webinaire qui s'annonce convivial. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Mademoiselle Fennour qui va jouer le rôle de modératrice. Voilà, donc c'est à toi, Enfel. Merci, Madame, pour cette introduction. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour nos honorables invités. Merci d'avoir accepté notre invitation, enfin, surtout l'invitation de Madame Maya Ben Abdelhafed. Avant de commencer, je me présente. Je suis Fennour Marim Enfel. Je suis étudiante en deuxième année du deuxième cycle. Je suis en spécialité de la finance d'entreprise et je suis vraiment honorée et heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Avant aussi de commencer le webinaire, je voudrais remercier Madame Maya Ben Abdelhafed pour m'avoir confié cette mission aujourd'hui, cette responsabilité à ce 7e webinaire au nom du savoir. Voilà. Avant tout aussi, joyeuses fêtes à vous. Vos réussites sont chaleureusement applaudies et que les années prochaines ne vous apportent que du succès, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, on commence par l'alumni de l'école CF, Baya Ayadi. Elle est actuellement contrôleur de gestion à GL Events et on voudrait que vous nous parliez un peu de votre parcours, enfin, avant tout étudiantin et puis professionnel. Vous avez la parole, demoiselle. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ça marche bien? Oui, clairement. Super. Donc, je suis Baya Ayadi, j'ai fait partie des étudiants de l'école entre 2012 et 2014. Je vais vous partager mon petit parcours en PDF. Vous me dites si ça marche. Alors, j'ai eu mon bac du coup en 2012 à STAFE. J'ai intégré du coup, à l'époque c'était l'école préparatoire en sciences économiques et sciences de gestion. J'ai fait du coup les 2 ans là-bas. Suite à ça, j'ai déménagé avec ma famille en France où j'ai rejoint l'IDRAC Business School à Lyon. C'est une école de commerce avec plusieurs spécialités, avec un tronc commun déjà et puis une spécialisation au bout de la 4e année de cycle où je me suis spécialisée du coup en finance d'entreprise, en contrôle de gestion audit plus précisément. Pendant mon parcours à l'IDRAC, j'ai eu la chance de faire une année d'échange universitaire. Ça fait partie des conventions en fait de l'école avec des universités étrangères où j'ai pu passer 6 mois à San Diego aux États-Unis, à l'université d'État de San Diego, où j'ai suivi des cours d'économie. C'est pareil, c'était un tronc commun où j'ai fait du droit, de l'économie, de la finance d'entreprise, etc. Suite à cela, j'ai intégré Shanghai Fudan University pendant 3 mois. Pareil, c'était de l'échange universitaire où j'ai suivi pas mal de cours en éco et en finance et surtout en droit international. Parce qu'il faut savoir que les lois en Chine et ailleurs, ça n'a vraiment rien à voir.
Et donc, en fin de ma 4e année, du coup, j'ai suivi quelques séminaires, quelques congrès au Vietnam, à l'Académie diplomatique de Hanoï. Voilà, en 5e année, du coup, on s'est spécialisé en finance, controlling et audit. D'ailleurs, par contre, on ne voit pas ton écran. Ah bah super. Il n'y a pas de partage. Ça n'a pas marché. Si pourtant présenter maintenant, ça a l'air de bien marcher. Ça ne marche pas. Alors attendez, je recommence. Voilà, c'est visible maintenant. Mieux. Oui. Voilà. Donc, je vais présenter toute cette partie-là où je vous parlais du coup, mon parcours à Constantine, à l'IDRAC et ensuite en 3 universités à l'étranger où j'ai pu effectuer du coup une année. C'était ma 4e année avant ma spécialisation en finance où j'ai pu voir notamment les différents métiers d'entreprise. J'ai fait un peu de marketing, un peu de vente, un peu de droit du travail, un peu de négociation et beaucoup de finances. Les plus de mon parcours. Alors, mon parcours à l'école de Constantine fut très court. J'ai fait que 2 ans. Et c'est vrai que pendant ces 2 années-là, j'ai acquis pas mal de bases théoriques qui sont très solides, qui me servent jusqu'à aujourd'hui, notamment en économie, en maths, parce qu'on se pose souvent la question à quoi nous servent les cours de maths quand on est en économie ou ailleurs. Mais il faut vraiment savoir que les mathématiques, c'est la base de tout, c'est tout un fonctionnement, ça permet de réfléchir correctement, de se poser des questions. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte sur place, mais sur le long terme, on s'en rend compte. Mon parcours à l'IDRAC, par contre, m'a permis de m'ouvrir sur le monde de l'entreprise parce que j'ai effectué pas mal de stages. J'ai effectué aussi pas mal d'échanges du coup à l'international, ce qui m'a permis d'élargir un peu ma vision sur le monde du travail, le monde de l'entreprise, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne mon parcours professionnel, donc, comme je l'expliquais, j'ai fait pas mal de stages dans différents métiers d'entreprise. J'ai fait un peu de vente, un peu de marketing. Et j'ai fait mon dernier stage d'études à GL Events, du coup, où j'ai été assistante contrôle de gestion de la directrice d'Exhibition. J'ai fait 6 mois de stage, suite auquel j'ai été embauchée comme contrôleur de gestion junior chez GL Support, qui est un peu la holding du groupe GL Events, dans lequel je suis restée 3 ans. Ensuite, il y a eu Covid, toute une crise. GL Events, c'est un groupe d'événementiel, donc forcément, on a été impacté. Il n'y avait plus d'événements à partir du mois de mars. Notre chiffre d'affaires a été divisé par 3 pratiquement. On a perdu près d'1 million d'euros cette année en résultat net. J'ai quand même eu la chance de faire partie des gens qui n'ont pas quitté le groupe parce qu'il y a eu un gros plan de licenciement économique toute l'année. Donc, je suis restée. On m'a proposé fin d'année de faire partie des contrôleurs de gestion de grands projets. Des grands projets qui se tiennent à la fois en France et à l'international. En ce moment, je vous parle de Doha. Je suis au Qatar. J'ai fait 3 mois à Doha parce qu'on a participé à la Coupe du Monde des clubs qui s'est tenue début février. On a participé à toute la partie overlay,
branding des stades, lighting, branding, toute la partie un peu organisation de l'événement, que ce soit pour la partie aussi pub, broadcasting, et ici, qui est la climatisation des stades et des endroits autour en fait, des stades pour tout le personnel, etc. Je suis référencée aujourd'hui au sein du groupe GL Events pour faire partie des grands projets sur la région. J'intègre officiellement dans 2 mois GL Events Dora pour travailler, pour continuer justement à travailler sur les événements sportifs dans la région. L'Arab Cup qui se tient fin d'année et puis la Coupe du Monde en 2022. Suite à cela, je rentre, j'espère rentrer auprès de ma famille en France pour retravailler sur la Rugby World Cup qui se tient en France du coup en 2023. Voilà. Je vous parle rapidement du groupe GL Events pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai que le monde de l'événement en Algérie n'est pas très très développé. On n'a pas vraiment cette notion d'organisation d'événements, etc. On ne réalise pas forcément. Donc, un événement, c'est soit un salon, type foire, soit une exposition, c'est comme les expos d'art, où on a tous les tableaux des artistes, etc. Soit des congrès d'entreprise, c'est des congrès corporate ou médicaux, par exemple. Des rencontres sportives, c'est le cas des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, ou des événements culturels ou politiques. Le groupe GL Events, il se divise en 3 grandes parties. On a la partie exhibition qui est du coup l'organisation des salons. On a une agence en Algérie qui s'appelle GL Events Algérie qui participe à la conception des stands pour le salon Jazz Agro. Il y a un salon d'agro à Alger. Ensuite, on a GL Events Live qui fait un peu toute la partie conception, réalisation des événements, qui accompagne en fait les clients de l'idée jusqu'à la réalisation d'un événement. Par exemple, un client qui va exposer sur une foire, il va voir GL Events Exhibition pour acheter un ticket pour participer à la foire, et ensuite il va voir GL Events Live pour toute la partie conception de son stand, la partie signalétique, la partie, par exemple, il veut des écrans sur son stand, il veut de la lumière, il veut de l'air conditionné, etc. Et la 3e partie, du coup, c'est GL Events News, qui est en fait un réseau de sites. Je ne sais pas du tout l'équivalent en Algérie d'un site événementiel. Mais par exemple, c'est les sites où se tiennent les événements, en fait. Que ce soit un parc d'exposition, un centre des congrès, un stade. On gère pas mal de stades sur la région lyonnaise et on a en tout plus de 50 sites événementiels. GL Events, c'est un groupe qui a réalisé en 2019 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Il avait à l'époque plus de 5000 collaborateurs. Il était présent dans les 5 continents sur 26 pays. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 300 millions seulement à cause de la crise. Et ces 300 millions ont été réalisés entièrement à l'étranger. On a très peu d'activités aujourd'hui en France. Voilà pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques. Alors, merci pour votre présentation, Baya. C'était vraiment une présentation riche. Merci pour nous avoir donné une idée sur GL Events. C'est vraiment intéressant. Et voilà, donc les questions, ils vont être pour la partie du webinaire. Si vous n'avez
pas quelque chose d'autre à ajouter, on va, sans trop tarder, on va aller pour la présentation de Cécile. Ça me va, on peut passer à celle-ci-là. D'accord, D'accord. merci pour votre temps. Alors maintenant, on va vers la deuxième alumni de l'école, c'est Célcébila Gérard. Elle va nous parler aussi de son parcours professionnel et étudiantin. Donc c'est à vous la parole, Célcébila. Merci, c'est gentil. Merci, bonne femme à toutes. Merci à Baya pour cette excellente intervention et ce magnifique parcours. Alors, je ne veux pas vous faire une présentation classique de je m'appelle, j'ai pas 30 ans d'expérience. Donc, je veux justement vous parler pourquoi je suis là. Donc, je suis là parce que je profite de chaque opportunité. Je ne rate aucune opportunité. Déjà, merci à Maya pour cette invitation. Je ne rate pas les opportunités. Et pourquoi je vais vous parler beaucoup d'opportunités dans cette intervention? Il faut faire aussi la différence entre opportunité et chance. Donc, une personne qui a réussi ou une personne qui, même si elle n'a pas réussi, mais qui accomplit des choses, ça ne veut pas dire qu'elle a de la chance. Non, c'est juste qu'elle a eu peut-être des opportunités que d'autres personnes ont eues, mais cette personne a su profiter de ces opportunités, a su sauter sur ces occasions. Donc, moi, j'ai eu un bac scientifique, comme tout le monde, comme presque tout le monde à l'école prépa. J'ai fait l'école préparatoire de Constantine, 2 ans, avant qu'elle soit à école supérieure. Et l'école prépa, la première année, c'était pas vraiment le top pour moi parce que peut-être je ne m'attendais pas trop à ça, parce que pour moi, j'allais avoir plus de liberté, moins de pression après le bac. Je comprenais pas trop ce qu'on faisait. Beaucoup de maths, comme a dit Baya, informatique, économie, c'était pas très clair pour moi. Je pensais qu'on allait faire du commerce, marketing, publicité, ce qu'on avait comme idée avant de commencer l'école. Donc la première année n'était pas très claire pour moi. La deuxième année, j'avais décidé de me focaliser sur le concours pour faire HEC. Donc je voulais faire HEC pour faire affaires internationales. Donc là, j'ai commencé à comprendre. Et là, j'étais plus sérieuse sur les cours. J'étais plus concentrée sur mes cours. J'ai eu le concours, j'ai passé le concours, je l'ai eu, j'ai fait HEC. Et c'est en intégrant HEC que j'ai découvert la nouvelle Salsabila. J'ai découvert une autre personne que je ne connaissais pas avant pendant le prépa. J'avais moins confiance en moi. Et c'est en intégrant HEC et en intégrant surtout le Club Soleil, parce que donc il y avait une session d'ouverture du club début d'année. Je suis partie, j'ai aimé, ils en parlaient d'événementiel. J'ai intégré le club et j'ai commencé, donc j'étais membre, je faisais des simples missions, des petites missions, je participais aux événements, à l'organisation. Et pourquoi je parle aussi de club, c'est pour encourager les étudiants de l'école supérieure de Constantine et l'administration. Je ne sais pas s'il y a actuellement des clubs ou pas, mais s'il y en a, pour travailler plus sur les événements, s'il n'y en a pas, de créer un et travailler et faire des événements donc économiques, culturels, parce que ça permet à l'étudiant de découvrir ce qu'il aime, découvrir des potentiels peut-être qu'il ne connaissait pas avant. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, c'est en intégrant le club que j'ai commencé. Et c'est vraiment, c'est pratiquer ce qu'on faisait en théorie. Donc, c'était pas un truc hors. C'était estudiantin. Donc, c'était des événements. On faisait l'organisation des événements de l'amont à l'aval. On faisait de la logistique, on faisait du marketing, on faisait de la finance, on faisait un peu de tout dans les événements. Et donc, c'est en pratiquant qu'on découvre ce qu'on aime vraiment, ce qu'on veut devenir après. Et là, j'ai commencé à me découvrir un petit peu. J'ai commencé à sauter sur les occasions et les opportunités et profiter de chaque opportunité, petite ou grande, par rapport à d'autres qui étaient avec moi et qui avaient peur. Moi aussi, j'avais peur au début, mais après, j'ai décidé de foncer et d'accepter tout ce que je reçois. Et ça a commencé, donc j'ai intégré l'équipe de rédaction. Donc, on avait un partenariat avec le journal Liberté. Donc, j'ai intégré l'équipe de rédaction. Je suis devenue rédactrice. Bon, j'ai fait des entretiens
Et je suis devenue rédactrice web avec le journal Liberté. Et j'ai commencé à avoir de petites responsabilités. La deuxième année, donc j'ai été sélectionnée secrétaire générale du club. C'est là que j'ai commencé à avoir plus de responsabilités, à être chef de projet de certains événements. J'ai même créé un atelier de débat parce que j'adore débattre. Donc un atelier de débat, ça s'appelle l'Académie. Et, euh, et j'ai compris qu'on pouvait réussir en cours et être une bonne élève et avoir de bonnes moyennes et de bonnes notes, tout en étant active et tout en faisant autre chose et d'autres choses qu'on aime bien. Et là, cette année, donc la deuxième année, j'ai décidé de faire supply chain. Donc, je suis allée pour faire affaires internationales. Je me suis retrouvée dans la supply chain management, donc distribution et supply chain, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je l'ai découvert là-bas, je ne connaissais pas avant, mais c'est grâce à un enseignant que j'ai aimé ce domaine et donc j'ai fait de la supply chain. Et j'ai commencé à découvrir d'autres organismes et d'autres organisations, d'autres associations à l'international comme ISEX, si vous connaissez. Il y en a à Constantine, en tout cas pour les gens qui sont à Constantine, il y a l'organisation internationale ISEC. Je ne suis pas membre, je ne fais pas de la pub, mais j'ai juste participé et j'ai beaucoup appris grâce à ces expériences ISEC. Et c'est pour ça que je veux les partager aujourd'hui avec vous. Donc, j'ai fait un premier programme. C'est des programmes d'échange. Il y a plusieurs types. Il y a de volunteers, du volontariat, il y a des stages, il y a du travail. C'est à l'international. Donc, ma première expérience était volunteer. Donc, je suis partie en Égypte. J'ai passé 1 mois et demi en Égypte. J'ai enseigné la langue française à des enfants. Et c'était en même temps découvrir le pays, la culture. Et là aussi, j'ai commencé à découvrir une autre Salsabila. J'ai commencé c'était par rapport à l'anglais. Donc, j'avais moins confiance en moi concernant donc l'anglais. À l'écrit, ça va, j'étais bien, j'avais de bonnes notes toujours, j'avais la base. Mais à l'oral, je ne l'étais pas du tout. Et surtout qu'à l'école préparatoire, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait vraiment des éléments, mais brillants comme pas possible. Genre, ils parlaient anglais, c'était des vrais anglophones comme on voyait dans les films. Donc moi, ça me paraissait un truc énorme, et un truc très difficile à... Je devais être anglophone, soit je nais comme ça, soit je ne le suis pas. C'est à partir de cette expérience justement en Égypte que j'ai découvert que non, finalement, on peut apprendre une langue, on peut communiquer avec une langue, c'est pas aussi difficile que ça. Et justement en Égypte, on était dans une seule maison. Il y avait des personnes venant de partout du monde, un peu partout. Donc il y avait de la Grèce, Mexique, l'Inde, Turquie, partout, partout. Et la seule langue qui nous réunissait, c'était l'anglais. Donc on devait tous parler en anglais. Et là, c'était la galère, mais ça nous a appris. Et ce qui est bien dans les anglophones, ils jugent pas. C'est pas comme les francophones, si tu fais une faute, on te juge. Anglophone, on te juge pas. Donc, si tu fais une faute, c'est pas grave. L'essentiel que tu arrives à transmettre le message. Et c'était comme ça. Donc, et j'ai découvert que vers les dernières semaines que mon anglais s'améliorait. Donc, j'ai commencé déjà à reprendre confiance en moi et j'ai découvert autre chose que je connaissais pas. Euh, il faut savoir aussi que j'ai pas eu de vacances depuis 2017. Donc, pourquoi je dis que c'est pas de la chance? C'est du travail, c'est des opportunités, mais c'est beaucoup plus du travail. J'ai pas eu de vacances, je suis loin de mes parents, je suis loin de ma famille, mais ça paye. Ça paye toujours. C'est du travail, c'est des sacrifices, c'est des concessions, mais ça paye. Donc, je suis rentrée après cette expérience. Je travaillais pendant l'été quand j'avais l'opportunité de travailler dans l'animation, peu importe, je travaillais. Après, donc c'était la dernière année master où je devais donc trouver un stage de fin de cycle de 3 mois ou 6 mois. Et là, j'ai commencé à penser à faire un autre stage à l'international avec ISEC toujours. Mais c'était de longues procédures, c'était pas évident, ça prenait beaucoup de temps et c'était pas sûr que ça allait aboutir à quelque chose. Donc je cherchais en même temps en Algérie. Après une longue galère, j'avais trouvé un stage chez Olido. J'ai fait un stage
chez Ooredoo. Et en même temps, j'ai trouvé un stage à l'étranger en Turquie. Mais c'était en marketing digital. Donc, moi, je faisais de la supply chain. Et le stage que j'avais trouvé en Turquie, c'était en marketing digital. Là, j'avais deux choix. Soit décider de rester dans ma zone de confort, faire le stage de Ooredoo 3 mois, finir, rentrer à Constantine avec mes parents pendant le Ramadan, préparer mon mémoire pendant 3 mois à l'aise, comme tout le monde, ou choisir de faire deux stages, double travail, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, mais une nouvelle expérience, ça pourrait ouvrir d'autres portes. Effectivement. Donc, j'ai fait le stage Ooredoo janvier, février, mars. Début avril, je suis partie en Turquie pour un stage de 2 mois à Antalya. Et là, je faisais le mémoire, je préparais mon mémoire en français, en supply chain, et je faisais le stage en anglais en marketing digital. Et pour la première fois toute seule, parce qu'en Égypte, je suis partie avec une amie, en Turquie, je suis partie toute seule. Pour la première fois toute seule, Ramadan, une nouvelle culture, s'adapter à une nouvelle vie, etc. Et pas seulement parce que, en même temps, je postulais à des bourses. Donc, parce que c'est bon, la fin d'année a approché, donc je voulais trouver une bourse. Je postulais à plusieurs bourses en ligne. J'ai postulé à des bourses avec HEC et également la bourse de Renault. Maintenant, il n'y a plus de bourse de Renault, donc ils ont arrêté la convention. Par contre, il y a toujours la même bourse avec l'Université Saint-Joseph. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez laisser les questions. Après, je vous explique un peu plus sur la bourse de ce master. Donc, je postulais en même temps pour des bourses. Le premier mois, ça s'est bien passé. Le deuxième mois, j'ai commencé à aimer la vie là-bas et donc j'ai commencé à chercher du travail. Alors que ce n'était pas du tout prévu. C'était prévu que j'allais pour 2 mois de stage et j'allais revenir. Mais j'ai commencé à chercher du boulot en ligne. Je me déplaçais sur place dans les entreprises, etc. Et j'ai fini par trouver donc un travail dans une clinique là-bas parce que eux, en Turquie, comme vous savez, ils sont connus par le health tourism. Et donc, j'avais trouvé un boulot dans un hôtel là-bas en health tourism. Mais je devais négocier avec eux. Ils devaient m'attendre jusqu'à ce que je finisse le stage. Je reviens en Algérie, je fais ma soutenance et je dois revenir. J'ai fini par les convaincre. Donc, j'ai fini mon stage, je suis revenue en Algérie, j'ai fait ma soutenance en juin 2019 et même pas 2 semaines et je suis retournée pour m'installer en Turquie. J'allais m'installer en 1 an, 2 ans, je ne savais pas exactement, mais minimum 1 an pour avoir une expérience à l'étranger et voir après où je pourrais y aller. Et là, donc, je suis revenue en Turquie. Je n'arrêtais pas. Donc, je postulais toujours à tout et à n'importe quoi. À chaque fois que je trouve une opportunité, à chaque fois que je trouve un truc dans des groupes ou sur Internet, je postule. Bien sûr, je postule dans des trucs qui m'intéressaient, soit qui sont en rapport avec mes études, soit des trucs qui m'intéressaient. Et là, j'avais découvert, bon, j'ai commencé d'abord donc le boulot. J'étais International Sales Manager, donc c'était dans les ventes et marketing dans cet hôtel. Et, euh, et je recherchais en même temps des trucs. Et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose, un événement qui s'appelait Model United Nations. Donc, c'est MUN. C'est un programme des Nations Unies. Et j'ai commencé à faire des recherches. Je postulais à beaucoup de choses. D'ailleurs, je me souviens plus si j'avais postulé en Malaisie ou dans d'autres pays. Genre, tellement je postule que j'oublie après, parfois, on me contacte, j'oublie c'était quoi exactement. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Il faut jamais avoir un plan A et B, mais il faut avoir plusieurs plans pour avoir plus de chances. Et donc là, c'était Model United Nations en Malaisie. J'avais postulé et j'ai reçu donc une réponse qu'il fallait suivre un processus de sélection. Je devais le suivre, des entretiens, etc. Et on m'a sélectionné donc Official Delegate of UNDP Algeria. C'était la déléguée officielle du PNUD d'Algérie, Programme des Nations Unies pour le développement en Malaisie. Et
quelques temps après, donc je me préparais pour ça parce qu'après, il fallait préparer des position papers et il fallait préparer des documents, choisir un thème pour débattre parce que c'était des débats des Nations Unies, donc il fallait vraiment un énorme travail. Je le faisais en même temps que mon boulot en Turquie. Et là, je reçois un retour de la fondation de Renault. Alors que ce n'était... Moi, je pensais que c'est bon parce que j'avais fait des entretiens quand j'étais en Turquie pendant le stage. Après, il n'y a pas eu de réponse, donc je pensais que c'est bon. Toutes les bourses, j'avais postulé à plusieurs, il n'y avait pas de réponse, que c'est bon. Mais j'avais travaillé, je crois, un mois ou un mois et demi, j'ai eu une réponse de Renault. C'était, j'étais très contente, mais en même temps, c'était un choix très difficile. Soit je continue dans ce que je faisais, donc l'expérience travail en Turquie, la nouvelle vie que je commençais, soit faire complètement autre chose et aller vers un autre master, une autre expérience, une autre culture, un autre pays, un nouveau départ. Et là, donc, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, je suis encore jeune, je peux encore faire des études. Et la bourse, c'est pas une opportunité qu'on reçoit tout le temps. Et d'ailleurs, c'était la première et la dernière. Et là, donc, j'ai parlé avec mes parents, avec ma famille, j'ai décidé de partir au Liban. Donc, une autre expérience. Donc, 2 mois en Turquie pour le travail. Donc, le total, c'était 5 mois. Et je suis retournée en Algérie pour partir d'abord en Malaisie, représenter l'Algérie et le PNUD d'Algérie. C'était 4 jours. Je pouvais, c'était pas, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pas eu de vacances depuis 2017 parce que même les voyages, ce n'était jamais des vacances, c'était des expériences, découvertes en même temps, mais c'était beaucoup de travail. Donc pendant ces 4 jours, on dormait pas, il y avait pas de sommeil. Déjà le décalage horaire et donc il y avait la cérémonie d'ouverture. Après, le deuxième jour, il y avait des sessions de débat, session après session, avec une petite pause déjeuner jusqu'au soir. Le soir, on rentrait à l'hôtel, on préparait le travail pour le lendemain. Et donc, c'était comme ça pendant 4 jours. J'avais une seule journée pour découvrir Kuala Lumpur vite fait et revenir parce que je devais repartir au Liban. Je suis partie au Liban, une nouvelle expérience, un nouveau master. Donc pour le master, c'est un master en management de la sécurité routière. C'est un master de la Fondation Renault France, dédié aux étudiants de la région MENA, donc Middle East, North Africa. Donc c'est pour Moyen-Orient. Et ce master, il est en management de la sécurité routière dans une université française à Beyrouth, donc Saint-Joseph University. Et là, c'était un nouveau départ. J'ai commencé les études. Au mois de janvier, j'ai reçu une invitation donc d'un autre programme des Nations Unies, mais en Ouzbékistan. Donc, on m'a appelé pour être présidente du jury de la Banque mondiale au programme Model United Nations de l'Ouzbékistan. Et ça, pour certains, c'est une chance, mais c'est pas une chance parce que si j'avais pas fait des preuves pendant l'expérience en Malaisie, si j'avais pas travaillé tout ce que j'ai fait, si j'avais pas fait tous ces efforts, je n'aurais pas eu cette invitation et cette opportunité. Et donc, je suis partie en Ouzbékistan. J'ai représenté aussi l'Algérie. J'étais présidente du jury. Pour Model United Nations, pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous pouvez aussi poser des questions. Et après, je suis retournée en Algérie. J'ai fini les cours au Liban. Et on avait quelques cours en ligne. Et pendant cette période-là, je pouvais aussi me reposer, profiter de ma famille après tout ce temps-là. Mais non, moi, je cherchais du travail en même temps. Donc, j'ai trouvé, donc j'ai commencé à travailler avec Unilever, si vous connaissez, c'est une multinationale, Unilever, à Oran. Et donc j'ai commencé à travailler en tant que Logistic Projects and Performance Leader. C'était pendant quelques mois. Après, j'ai reçu mon visa pour venir en France. La France, ce n'était pas un but ou ce n'était pas la destination de rêve. Mais quand j'ai su que les frontières sont fermées, il y avait Covid, il y avait plus d'opportunités. ISEC, ils ont tout arrêté. Même les bourses, il y avait moins. Et donc, j'avais postulé pour d'autres bourses en ligne, mais j'ai fait aussi mes démarches
Donc, c'était un plan peut-être Z, mais c'est ce plan qui a réussi Moktoub. Après, là aussi, je devais faire un choix, soit travailler, continuer à travailler avec Unilever, soit venir en France pour un troisième master, pour un nouveau départ, une nouvelle aventure et peut-être, Inch'Allah, une bonne expérience. Donc, je suis là depuis septembre. Ce n'est pas trop la belle vie maintenant parce que il y a, il y a eu le truc, comment ça s'appelle? Pas le couvre-feu, tout est fermé. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de travail, c'est un peu la galère, les études en ligne, mais c'est une nouvelle expérience et ça reste aussi, Inch'Allah, un début pour une autre aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous remercie. Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'est un parcours vraiment fascinant, Merci. ainsi que le parcours de Beya, bien sûr. C'est vraiment inspirant et c'est breath of fresh air, yani. To be honest. Euh, vous êtes une fierté pour l'école. Merci. Merci beaucoup pour vos excellentes interventions. J'invite notre honorable audience pour poser leurs questions s'ils en avaient des questions, bien sûr. Vous pouvez poser vos questions avec n'importe quelle langue, soit au chat, soit vous pouvez activer vos microphones, bien sûr. Si vous voulez poser des questions concernant les bourses, si vous voulez poser des questions concernant tout dont ils ont venu de parler, bien sûr. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je veux commencer avec ma question. Il n'y a pas de questions, je vois. Alors, donc, moi, je vais commencer. Tout d'abord, c'est quoi le MUN d'une façon brève, bien sûr, et comment peut-on postuler? D'accord. Donc, MUN, c'est Model United Nations. Donc, c'est un programme des Nations Unies. Chaque année, il est dans un pays différent. Après, parfois, dans la même année, tu peux trouver en Europe, en Asie, partout dans le monde. Il y a même MUN en Algérie. J'ai jamais participé, mais il y a même MUN en Algérie. Vous faites juste la recherche MUN, vous choisissez le pays, vous aurez actuellement, je sais, avec Covid, il n'y a que des MUN en ligne. J'ai même quelques liens, si vous voulez, je peux le partager avec vous. Après, vous faites la recherche MUN, par exemple, Malaisie, comme j'ai fait moi. Donc, MUN Malaisie. Vous aurez des liens d'inscription. Vous vous inscrivez, pardon. Et après, il y a un processus de sélection. Vous allez envoyer beaucoup de position paper où vous allez écrire, par exemple, si vous voulez faire partie de WHO, par exemple l'OMS, ou peu importe, donc n'importe quelle partie des Nations Unies. Et là, vous devez rédiger des trucs en rapport avec, par exemple, WHO, avec l'OMS. Vous choisissez un thème et après, vous allez débattre. Donc, c'est un événement qui se déroule en 4 jours. Donc, une ouverture, la première nuit. Les 2 jours successifs, c'est des sessions de débat. Donc, tu vois, par exemple, nous, on était PNUD, UNDP, on avait une salle. Il y avait tous les participants du monde entier. Et c'était des débats sur des sujets différents qui sont en relation avec cette organisation. C'est clair? Après, à la fin des sessions, il sélectionne toujours Best Delegate, Best Speaker, il y a plusieurs prix. Et il y a toujours une cérémonie de clôture où tout le monde, chacun représente son pays avec un truc traditionnel. Donc, dans notre cas, c'était traditionnel, où j'ai représenté 1% de notre culture avec la robe kabyle. Et tu rencontres des gens du monde entier, tu parles sur des sujets super intéressants. Ça permet de développer le public speaking. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses, de côtoyer des gens de cultures différentes. Et c'est super intéressant, je conseille fortement.
Ça permet de développer la personnalité de la personne, de redonner confiance en soi. C'est une expérience en tout cas magnifique. Vous pouvez le faire, que ce soit, il y a même en Tunisie et au Maroc, pour les personnes qui veulent pas s'éloigner trop. Donc, Malaisie. Donc, vous pouvez le faire au Maroc, en Tunisie. Vous pouvez commencer en Algérie parce qu'il y a un MUN en Algérie. Et petit à petit, participer dans d'autres MUN. D'accord, merci. Je ne sais pas si c'est clair, si j'ai donné le maximum. Oui, c'est clair, parfaitement. Merci pour votre réponse. Je vois que Madame Maya Benhamhafed a 2 questions en fait. Alors allez-y, Madame. Merci pour de nous avoir vraiment donné une partie de votre vie. Donc, vous nous avez dévoilé vos parcours. C'est motivant, c'est intéressant. Et moi, j'ai 2 questions. Alors, ma première question, elle est destinée pour Beya. Beya qui est partie très jeune parce qu'elle a fait juste 2 ans en Algérie. Elle est partie. Donc, je me demande quelles sont vraiment les difficultés que l'on rencontre quand on part jeune à l'étranger vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la petite formation que vous avez pu faire ici en Algérie. Et pour ce Sabila, pour moi, vous n'avez pas saisi les opportunités, vous les avez cherchées, d'accord? Donc, vous avez vraiment fait un travail de recherche. Et là, j'ai envie que vous nous donniez un petit peu votre potion magique, comment persévérer à chercher pour saisir les opportunités. Donc, vraiment, il y a un problème qui contamine un petit peu nos jeunes. Ils sont assistés. Donc, j'ai envie que ce Sabila nous donne un petit peu cette solution pour sortir de sa zone de confort, pour chercher les opportunités, les saisir. Donc, vous avez vu, vous avez tellement postulé que vous avez oublié vers qui vous vous êtes orienté. Donc, j'aimerais bien avoir plus de détails. Et aussi, j'invite les étudiants à suivre un petit peu ce qui est publié sur la page LinkedIn. Donc, régulièrement, les bourses qui sont proposées par le ministère, je les publie régulièrement. Ils sont aussi affichés dans le tableau d'affichage de la sous-direction des Rolex. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, il n'y a que Intel qui demande après ces bourses. Donc, j'aimerais bien que les étudiants s'intéressent un petit peu à ces bourses. C'est des opportunités aussi à saisir. Il existe d'autres opportunités que vous pouvez chercher vous-même. Donc, j'invite Sabila à nous donner plus de détails. Voilà, donc on peut commencer par Beya avec la première question. Merci. Alors, c'est vrai. Merci Maya. C'est vrai que je suis partie relativement jeune, pas très jeune, à 20 ans. Je suis partie, mais du coup, pour la première année, j'étais avec ma famille, donc c'était pas très compliqué. La deuxième année où je me suis retrouvée à l'autre bout du monde toute seule, comme disait Salsabila, je parlais pas anglais, je l'écrivais très bien, mais je parlais pas du tout. Je me suis retrouvée avec des Américains. Je comprenais la moitié de ce qu'ils racontaient. Ça aide parce que on se retrouve obligé de communiquer dans une langue qu'on maîtrise pas. On fait des erreurs, on n'est pas jugé, comme le disait Salsabila. On apprend à leur parler dans la langue qu'ils comprennent, que nous on comprend. On apprend à vivre avec eux. C'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que vis-à-vis de la culture aux États-Unis, c'est comme dans les films, hein, c'est pas du tout la culture qu'on a nous, c'est pas ce qu'on a appris, c'est pas comme ce qu'on a appris à vivre. On se retrouve dans un campus où il y a des soirées jusqu'à 4 heures du matin tous les jours. Moi j'étais jeune, c'est vrai, j'avais peur, je me cachais parce qu'il y avait une soirée à côté. C'est vrai que si on s'accroche à nos valeurs et à notre culture, on se retrouve pas. Faut être très fort, quoi. Faut être très fort pour pas se retrouver dans des choses un peu loin de notre culture et de notre religion surtout. En ce qui concerne les difficultés, du coup. Mis à part la langue anglaise, la culture en Chine aussi, ça a été très très dur. Ce fut 3 mois très long parce que pour s'adapter à une culture comme la culture chinoise asiatique, en général, faut s'accrocher, faut suivre un rythme parce que les Chinois ils sortent pas du cadre, ils ont un process, ils le suivent à la lettre.
c'est-à-dire pour suivre des cours en Chine, fallait étudier 14 heures par jour pour réussir à être au niveau des Chinois parce qu'ils travaillent beaucoup plus. Ils travaillent beaucoup plus. Faut s'accrocher. C'est vrai que j'avais un bon niveau à l'école en général, mais pour arriver à avoir le même niveau des Chinois, fallait se donner à fond. J'avais pas de week-end, j'avais pas de vacances. Ça a été dur, mais très formateur. Très formateur. Aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que tu reviendrais en Chine? Je dirais non. C'est formateur, c'est vrai. Mais la vie là-bas est très dure. Très, très dure. Sortir des zones de confort, c'est bien. Ça nous permet d'évoluer. Ça nous permet de s'ouvrir à d'autres horizons. Mais il faut faire un choix au bout d'un moment. Et si on me redonne le choix de repartir en Chine, pour l'expérience et pour ce que j'ai appris, oui. Mais pour la galère, je pense pas repartir en Chine. Voilà. Aujourd'hui, pareil, je suis loin de ma famille, mais je me retrouve dans un contexte qui est plus ou moins adapté à ma culture. Je suis au Qatar, là où en ce moment j'entends l'Aden. Je suis loin, mais il y a un équilibre en fait. Je travaille beaucoup, je fais des nuits blanches en ce moment je suis en clôture du projet FCWC. C'est le financial closing. Je dors très peu, je me donne à fond pour pouvoir communiquer des informations au groupe qui sont des informations qui doivent être très exactes en fait. Faut donner de sa personne, il faut persévérer et les difficultés, on arrive souvent à les surmonter. Merci. Donc, je m'attendais que Unfen reprenne la parole parce que c'est toi la modératrice, Unfen. Je m'excuse. Alors, c'est à Salsabila de répondre à votre question, madame. D'accord. Oui, c'est vrai, Maya, c'est vrai que je cherchais les opportunités, oui. Peut-être j'ai pas bien utilisé le mot. Je cherchais des opportunités, mais certaines opportunités, j'ai dit au début les petites comme les grandes. Certaines petites opportunités qui paraissent petites pour certains, moi je les saisissais. C'est-à-dire, je donne l'exemple, pendant que j'étais à HEC, il y avait parfois, peu importe, ils viennent, ils disent par exemple qui veut aller représenter par exemple tel événement à la télé. Je suis la première qui lève le doigt. Donc, je fonce. Même si j'ai peur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Ça ne veut pas dire que, au début, je maîtrisais pas ni public speaking ni rien. C'est au fil du temps. Mais au début, je fonçais. Qui veut représenter le club à la radio, je suis là. Une fois, on était en plein événement, avant un événement, et l'animateur n'est pas venu. Qui veut animer l'événement? Malgré que je n'étais pas du tout prête. Mais je fonce. D'autres personnes, il y avait des invitations, j'ai eu par exemple des invitations pour certaines conférences pendant le confinement, l'université de Skikda, le Saint-Lantretois de Oran, l'école supérieure de commerce. J'ai d'autres amis qui ont reçu les mêmes invitations, mais qui n'ont pas, ah non, je suis fatiguée, ah non, j'ai quelque chose à faire, ah non, je peux pas, j'ai un travail. Moi, même si j'ai un travail, tout à l'heure, Maya, tu le sais très bien, j'avais un entretien juste avant de commencer cette séance. Demain, j'ai un examen super important et je prépare 2 masters. Je dois soutenir le master du Liban, je prépare le mémoire pour la fin du mois et je prépare un autre master. Et je suis à la recherche d'un stage. Et c'est super compliqué, mais j'ai pas dit non à cette opportunité ou à cette conférence. C'est dans ce sens que je parlais de saisir l'opportunité. Après, chercher, oui, je cherche beaucoup. Comment trouver des bourses à l'école,
je demandais au service des relations extérieures directement. Donc, je partais chaque jour pour leur demander s'il y avait des bourses parce qu'on ne nous affichait pas tout le temps les bourses. Je demandais aux alumni, justement, les gens qui ont fini, par exemple, comment tu as fait ça. J'avais postulé il y a une bourse pour la Turquie pour ceux qui sont intéressés, la bourse du gouvernement de la Turquie. Normalement, c'est ça la période de. Normalement, c'est février-mars, la période d'inscription. Et je cherchais sur Internet. Je voyais des vidéos YouTube sur les bourses. Il y a le site Força. Si vous pouvez le noter, il y a le site Força. Après, vous pouvez faire l'alerte. Vous pouvez recevoir des emails à chaque fois qu'il y a une bourse, master, doctorat et tout ça. Donc, au début, c'est un peu difficile. On commence à créer un petit réseau. Et en France, il faut pas avoir peur. C'est aussi les événements de HEC. On avait l'événement Wikistage. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme TEDx. Pour les gens qui connaissent TEDx, c'est des sessions on ramène des speakers. À chaque fois, on a un thème. Donc, il y avait une année, c'était remarquable. Et c'était Breaking Barriers. Donc, il y avait des speakers. Nous avons invité des speakers. Et ils nous ont parlé de leur parcours, justement. Et là, on gardait contact. Moi, maintenant, je garde contact avec des personnes de l'université de Skikda, parce que quand j'ai animé la conférence, ils m'ont contacté après, je leur ai envoyé des liens. Donc, j'encourage les gens déjà à oser, à encourager, à demander quand ils ont besoin, à chercher les alumni qui ont réussi et leur demander s'il faut, à chercher sur Internet. Il y a tout sur Internet. Model United Nations, je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé sur Internet, j'ai fait la recherche, j'ai vu ce que c'est, j'aime bien les débats, donc j'ai postulé. ISEC, je l'ai connu, ils avaient une exposition à HEC, j'ai demandé c'était quoi après. Donc, c'est comme ça c'est soit un réseau, soit on entend parler, soit en faisant des recherches, mais il faut pas se dire que je suis fatiguée ou j'ai beaucoup de choses à faire ou tant qu'il y a une petite opportunité, il faut la saisir. Il faut toujours faire des recherches. Il faut toujours aller vers la chose et ne pas attendre que la chose vienne vers nous. Normalement, j'ai répondu. Oui, merci pour votre réponse. Il y a une question je m'excuse, de Madame Iman Ben Salem. C'est pour Beya. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos tâches quotidiennes en tant que contrôleur de gestion pour l'organisation des événements? Alors, mes tâches quotidiennes. Il faut savoir du coup que le contrôle de gestion, c'est des tâches répétitives et des tâches un peu ponctuelles. En ce qui concerne les tâches un peu ponctuelles, c'est des analyses à la demande de la direction. Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai reçu un appel. Combien est-ce qu'il nous reste de fournisseurs à payer? Donc ça, c'est un peu les demandes quotidiennes que je reçois. Combien est-ce qu'on a payé, combien on a facturé aujourd'hui versus ce qu'on doit facturer sur la totalité de l'événement, par exemple. Ça, c'est des tâches un peu au jour le jour. Ensuite, pour les tâches quotidiennes, on a tout un suivi du cash. Par exemple, pour ce projet-là, pour cette organisation d'événements, je prends l'exemple du Qatar. J'ai tout un suivi des engagements fournisseurs, tout ce on valide en fait avec les achats, on valide toutes les commandes fournisseurs, on évalue un peu les suppliers, on regarde les quantités qu'on commande, les montants surtout, pour comparer un peu avec le budget qu'on a déterminé avant l'événement, pour essayer de rester dans l'enveloppe. On facture ensuite avec la comptabilité, du coup, on initie on reçoit les factures du coup fournisseurs, on essaye de contrôler l'exactitude des informations qu'on a sur les factures fournisseurs par rapport à ce qu'on a nous commandé chez le fournisseur. Il se trouve qu'on commande 50 et on nous facture 100 unités. Donc c'est tout un travail de contrôle pour essayer de concilier un peu la facturation avec les commandes. Ensuite, on a un suivi des facturations clients, du coup, pour suivre un peu le chiffre d'affaires, sachant qu'en événementiel, le chiffre d'affaires est reconnu sur le mois de l'événement.
Par exemple, là, sur le Qatar, on a commencé à travailler il y a 4 mois sur ce projet-là, mais le chiffre d'affaires, il est reconnu et les charges également, ils sont reconnus le mois de l'événement, c'est-à-dire en février. C'est-à-dire que tout ce qui a été commandé avant, en leçon, je ne sais pas si le process cut-off vous parle en comptabilité, mais en gros, on ne reconnaît pas le chiffre d'affaires avant. Même si on a facturé, même si on a été payé, on annule chaque mois les paiements jusqu'au mois de l'événement. On dit on a réalisé tant de chiffre d'affaires et tant de charges. Ensuite, on étudie aussi le cash flow. On étudie les motifs de paiement et on a tout un process de respect du process groupe. Entre guillemets, je travaille beaucoup avec la DSI sur les process groupe en tant que financier. Je suis financière, je suis référente SAP. Donc, je contrôle en fait le respect de la facturation, le respect des paiements, des virements. On contrôle un peu toute la partie compliance avec l'audit. Quoi d'autre? On a aussi une partie paiement qui ne relève normalement pas de mon scope, mais comme on est en effectif, importance des langues. J'ai raté un commentaire. Voilà, on communique aussi avec les fournisseurs. Je me retrouve à communiquer avec les fournisseurs pour expliquer les paiements, pour anticiper un peu. Et voilà, on a des reportings mensuels et des reportings à la semaine. Donc chaque semaine, je remonte à la direction un peu un état des lieux de la facturation, du chiffre d'affaires, des charges qu'on a engagées, combien on a dépensé, combien on a encaissé. Et tous les mois, on a la clôture. Donc aujourd'hui, on clôture les événements du mois d'avant. Aujourd'hui, je clôturais le projet du mois de février. Et donc, je dois être le plus proche possible de la réalité. Donc, je remonte tout ce que je vois comme charge, sachant qu'il y a certains fournisseurs qui te facturent 1 an après. Ah, en fait, j'ai fait telle prestation en novembre 2018, je te facture maintenant. Et dans ces cas-là, il faut qu'en décembre ou novembre 2019, il faut qu'on ait provisionné cette charge-là pour que quand la facture arrive, on dit ah, on y a déjà pensé, elle est là. Merci. Voilà. C'est très compliqué. Oui, il me semble vraiment difficile. Je sais bien, c'est très compliqué parce que quand on met pas la main à la pâte, ça paraît compliqué, mais en vrai, c'est simple. C'est très simple. Ouais. Merci pour votre réponse. Madame Maya Ben Abdelhafid a aussi posé une question. Vous avez évoqué l'importance des langues et de l'ouverture sur les autres cultures. Pouvez-vous nous parler de l'importance des TIC dans vos parcours professionnels? Merci de nous citer des exemples d'outils logiciels qui peuvent servir nos étudiants pour consolider leur formation. Alors, en ce qui concerne les logiciels, Excel, je sais qu'on a eu beaucoup, je garde de très bons souvenirs de ma formation avec Maya. Je sais qu'on a eu beaucoup de cours en Excel. Je ne sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui, si la formation en informatique est sur les 5 ans, si c'est que 2 ans, je ne sais pas. Je sais que Excel est un outil très performant. Je travaille que sur ça en pack office. C'est vrai que je regrette un peu de ne pas être allée au bout de certaines fonctionnalités. Les matrices, les VBA, les macros. Pardon? Les macros. Aussi. Oui, aussi, surtout. Ouais. Les macros. Et puis, toute bête, hein, les tableaux croisés dynamiques, je sais que c'est très utilisé, mais je l'ai découverte au travail, par exemple. J'ai pas du tout une formation comme ça sur ça. Ah, Maya, je vous accuse pas, mais
Non, merci. C'est que j'ai envie de rectifier un petit peu. J'étais votre enseignante et j'ai eu le plaisir de vous enseigner, mais moi, je vous ai formé dans la partie algorithmique, Et programmation. algorithme. Donc, Excel, c'est Et ma moi, je collègue comprenais Gisèle. jamais les algorithmes. Bah, je suis une mauvaise enseignante alors. Non, du tout. Du tout. On galère un petit peu avec des étudiants qui s'intéressent pas vraiment pas, bon, je dirais pas la plupart, mais beaucoup ne s'intéressent pas à l'informatique. Donc, Oui, c'est pour et moi, je regrette d'ailleurs qu'on m'a dit Baya. Voilà. Parce que je pensais que ça ne servait à rien et on est en économie, on fera quoi? Alors que maintenant, on travaille que avec des outils comme ça, Excel, et donc on en a vraiment besoin. Par exemple, c'est celui-là. Vous avez parlé des SCM, Supply Chain. Pardon, je Management. vais me permettre de Management. désactiver le microphone de Baya et on va essayer d'activer un par un. Donc, vous avez parlé des supply chains. Donc, par exemple, vous avez, j'imagine, utilisé des ERP. Quels sont les outils que vous avez utilisés? Parce que nous, à l'école, vous n'êtes pas au courant d'après votre intervention. Donc, l'école, pour le moment, on a 2 ans de prépa. C'est à peu près les mêmes programmes que vous avez eu l'occasion de découvrir quand l'école était préparatoire. Et ensuite, on a l'école s'est investie dans un programme qui est en train d'être réaménagé avec mes chers collègues enseignants sous la direction de Monsieur le directeur Ben Namoun. Donc, on travaille en collaboration pour définir de nouveaux contenus, d'accord, avec une nouvelle spécialité. Donc, il y aura finance d'entreprise et, Inch'Allah, comptabilité ou audit. Et là, c'est tout un travail on lance des réflexions, on définit de nouveaux syllabus et on se demande, par exemple, dans le contrôle de gestion, l'étudiant a besoin de quoi pour vraiment se retrouver au niveau de l'entreprise, au niveau national ou international. On se pose la question, par exemple, moi, j'enseigne les ERP. J'aimerais bien savoir, par exemple, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser le SAP ou alors vous avez utilisé un autre outil. Donc, votre expérience va nous orienter, nous, en tant qu'enseignants, pour nous remettre en question, enrichir, viser l'international pour servir en mieux nos étudiants. Voilà, donc c'est vraiment ça ma question. Oui, c'est très intéressant les ERP parce qu'en entreprise, généralement, même quand tu fais un entretien, on te demande si tu as déjà utilisé ça, l'ERP, WMH pour la supply chain, WMH, SAP. Donc, il y a plusieurs outils. Après, c'est vrai qu'ils sont personnalisés, ça dépend de l'entreprise. Chaque entreprise a son logiciel personnalisé, mais les fonctionnalités sont presque les mêmes. Alors qu'en cours, on ne nous apprend jamais ça, que ce soit à HEC ou au Master au Liban ou même ici. Même ici, maintenant, j'exige parce que j'ai déjà fait des expériences professionnelles. Donc, à chaque fois, quand il y a un prof, on a par exemple prof de l'achat à l'international, je lui demande toujours, au lieu de nous donner de la théorie et les bases théoriques, c'est bien de nous apprendre ces outils. Et après, dans un entretien, on saura donc, l'ERP, SAP, WMH pour supply chain, il y en a plein d'autres. Moi, je connais juste ça. Et les fonctionnalités sont presque les mêmes. Donc, il faut connaître la base. Après, Excel aussi, en supply chain, on travaille qu'avec ça. Alors que moi, je pensais pas que j'allais l'utiliser plus tard. Mais en entreprise, on travaille qu'avec Excel. Justement, le tableau dynamique croisé, les macros, tout ça. Donc, l'informatique, c'est vraiment la base. Les maths, oui, on s'est servi des maths, mais l'informatique encore plus. Parce que les maths, après, les calculs, tout est fait à base d'Excel. Je suis d'accord. Excel pour le contrôle de gestion. Excel. Ah oui, même ça. Ah oui, oui. En tout cas, mon collègue, Monsieur Isra, va être content parce qu'il prend en charge cette mission. Il y a Dr Salim qui a demandé la parole, mais juste j'ai une question. Ensuite, je vous laisse le soin d'intervenir. Mon autre question. Alors, aussi une constatation. Je suis surprise de voir les étudiants muets. Ils s'intéressent, ils sont motivés, mais un problème de communication. Donc, quels sont vos conseils aussi pour faire sortir l'étudiant du silence? Parce que vous avez évoqué le besoin de partage, le besoin d'avoir un réseau de qualité. Donc, pour aller vers cet axe,
Donc, la personne, elle doit faire un travail personnel, donc elle doit essayer de s'ouvrir vers les autres. Alors, quand on s'ouvre, c'est en communiquant. Alors, quels sont vos conseils, mis à part la langue? Donc, ma question, elle est orientée un petit peu psychologie. Donc, l'étudiant, il est motivé. Certes, on dit si on veut, on peut, mais pour faire cette transition du vouloir vers le pouvoir, il y a tout un travail sur on va faire une sorte de coaching, c'est-à-dire que l'étudiant doit faire un travail sur lui-même pour essayer de sortir de son silence. Par exemple, aujourd'hui, on est dans un webinaire, nous avons Beya qui est depuis Doha, Cécilia qui est depuis la France, nous avons Fennour qui a fait un travail aujourd'hui magnifique parce que aussi elle a demain un examen, mais quand même elle a pris le soin d'être voilà, d'être présente. Donc on aimerait bien entendre nos étudiants et là quelles sont aussi vos orientations. Voilà, merci. Alors, je me permets de prendre la parole. Oui, bien sûr. Alors, les travaux de groupe. J'ai pas souvenir d'avoir eu ça à Constantine. Quand je suis arrivée en France, les examens, c'était 50% travaux de groupe, présentation à l'oral, 50% de TD, devoir sur tableau. Ça, c'est soit travaux de groupe, soit pareil, exposition individuelle, mais à l'oral. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça permet de la réflexion, c'est sortir un peu de la théorie. Et puis il faut oser aussi. D'accord. Et pour Cécilia? Moi, je trouve que oui, c'est vrai, le travail de groupe, et c'est ce que j'ai remarqué en France, c'est parfois plus de 50%, c'est les travaux en groupe, et c'est l'oral. Et ce qui est important aussi, c'est oser. Il faut pas avoir peur. Il faut se dire, moi aussi, j'avais pas ça à l'école prépa. Je répondais quand il y a une question, je réponds. Sinon, je prends pas la parole toute seule. Alors qu'à HEC, j'ai appris. Maya, pourquoi aussi j'ai insisté tout à l'heure sur les clubs estudiantins et sur les événements culturels ou économiques? Parce que ça permet vraiment à l'étudiant d'avoir confiance en lui, de travailler sur la confiance. Moi, à un moment, la première fois au Club Soleil, j'avais peur de dire je veux être membre. J'avais peur. Il y avait plusieurs personnes, mais là, j'ai commencé à travailler sur moi-même, que je dois foncer, que je dois pas avoir peur, que personne ne va me juger, et après, si je fais une faute, et après, si ça se passe pas bien, il y a pas, personne ne peut me juger. On n'est pas en cours, on n'est pas noté. Et c'est vrai, je trouve ça bizarre qu'on pose pas de questions aujourd'hui. Il faut pas avoir peur. Il faut oser, c'est ça. Oui, C'est les événements justement. aussi. La participation des événements, c'est important. Que ce soit en Algérie ou à l'étranger, pour les personnes qui ne peuvent pas à l'étranger. Pour commencer les webinars, c'est un événement aussi. C'est un événement. Donc, c'est une occasion pour participer et pour prendre la parole. Oui, évidemment. En fait, il y a un groupe d'étudiants à l'école j'en fais partie. On a pris l'initiative de créer un club qui s'appelle Horizon d'ailleurs, et c'est récent, c'est très récent en fait. Et on va vraiment essayer d'organiser plein d'événements et plein d'activités. Et je suis sûre et certaine que vous serez invités. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, Ça Inch'Allah. fait vraiment plaisir parce que c'est dommage parce que je vous dis la vérité, quand on est parti à HEC, les étudiants les plus brillants, c'était les étudiants de prépa Constantine parce qu'on a Oui. fait une très très bonne base. Alors on a fait le service militaire. Oui, c'est Donc vrai. on était bien prêts. Comme étudiants, ils sont les meilleurs. Mais ça, pour public speaking, pour oser, pour prendre la parole, c'était pas vraiment au top. Donc, si on fait un club à l'école de Constantine, ce sera vraiment parfait. Oui, merci. Alors, pour la prochaine question, il y a Lina Yasmin Kaf je vous invite à activer votre microphone, Lina, pour poser votre question. Bon, premier, bonne fête à vous toutes.
Et ma question pour nos invités est comment s'améliorer en termes d'entretien? C'est pour qui exactement la question, Yasmine? Pour les deux. Ah, d'accord. Alors, on va commencer par Baya. Il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut regarder des vidéos sur Internet. Il faut être factuel. Quand on dit entretien, c'est entretien d'embauche, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Il faut se préparer, il faut avoir les idées déjà très claires, connaître ses qualités comme ses défauts, mais surtout ses qualités. Il faut préparer les arguments. Il faut préparer en amont, du coup, regarder un peu l'entreprise, en quoi ça consiste, et surtout être en adéquation avec son CV. Parce que parfois, on arrive avec un CV, mais quand on est à l'entretien, on raconte complètement l'inverse de ce qu'on met sur notre CV. Donc, faut se renseigner sur l'entreprise, sur l'activité, sur le poste. Et puis aussi oser et poser des questions, poser beaucoup de questions, prendre des notes pendant l'entretien, ne pas hésiter à rappeler après si on a des questions. Et voilà, insister aussi, insister avant et après l'entretien, insister parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça quand on rappelle tous les jours pour avoir des nouvelles. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours pour avoir des nouvelles. Ça, on est où? Voilà, et ça marche généralement. D'accord, merci. Et pour Cécile-là? Oui, je trouve que le fait qu'elle a évoqué le truc de l'entreprise, c'est très important. Il faut bien connaître l'entreprise, son activité, et même le chiffre d'affaires et quelques détails, parce que ça montre que tu es motivé, que tu veux cette entreprise. C'est pas que tu postules juste pour postuler. On pose toujours des questions sur l'entreprise. Si c'est une candidature déjà bien définie avec, vous avez les missions de la candidature, il faut se renseigner sur les missions. Il faut connaître ces missions, parce que vous aurez sûrement des questions sur ça. Il faut s'attendre à toutes les questions déjà classiques, préparer les questions classiques de l'entretien, présentez-vous, après 5 ans, qu'est-ce que vous voulez faire, qualité, défaut, etc. Il faut voir beaucoup de vidéos, il y en a sur YouTube. Vous pouvez vraiment essayer et parler avec vous-même et essayer avant l'entretien. Et normalement, c'est tout. Ah oui, il faut jamais dire comme défaut perfectionniste. Faut pas le dire. Faut pas dire que c'est un défaut parce que ça paraît que si vous avez un défaut, dites le normal, l'essentiel qu'il soit pas vraiment il soit pas un défaut qui va déranger l'entreprise ou le travail. Si je sais pas, je stresse beaucoup, c'est un défaut, c'est pas grave, ça se contrôle, donc il faut dire le défaut comme il est. D'accord, merci pour votre réponse. Maintenant, c'est le tour de Madame Bensalem pour son intervention. Vous pouvez activer le microphone, Madame. Oui, merci. Merci, Mariam. Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais vraiment dire que je suis vraiment fière de nos étudiantes, Salsabila et Baya. Et donc, j'ai une question pour Salsabila. Donc, d'après ton parcours, donc tu as pu faire beaucoup de choses de master. Tu as fait des bourses, tu as beaucoup d'activités chaque jour. Donc, je voudrais parler un peu de la gestion de temps. Donc, je sais que nos étudiants aujourd'hui, vraiment, ils ont ce problème. Et surtout dans cette période de cours en ligne. Donc, je vois que les étudiants sont toujours dépassés. Donc, j'aimerais bien que si tu peux donner des astuces pour la gestion de temps. Merci, madame. Déjà, ça me fait plaisir. Pour la gestion de temps, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Actuellement, donc je suis en 2 masters, donc je gère les 2 masters, recherche de stage et beaucoup de choses en même temps. Donc ça dépend de la personne. Personnellement, je suis matinale. Donc le matin, je peux vraiment avancer dans beaucoup de choses. Le soir, je peux pas travailler. Donc vu que je suis matinale, généralement, je me réveille à 5 heures quand j'ai beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 5 heures parce que j'avais un entretien juste avant et j'ai demain un examen.
pour se préparer à tout ça. Donc, je devais me réveiller, travailler le maximum le matin vu que j'avance le max matin pour que le soir, j'aurais, je pourrais dormir. Et pour les gens qui préfèrent le soir, il faut déjà savoir le temps qui nous arrange ou le temps sur lequel on est plus actif. Après, il faut faire un planning. J'ai toujours le truc note. Attendez, je vais vous le montrer. Donc, j'ai toujours ça. C'est to-do list avec toutes les tâches. Et après, si je finis la tâche, je coche. Et c'est super intéressant parce que ça te permet quand tu avances, par exemple, quand tu vois que tu as fait déjà des tâches, ça te motive à finir les autres tâches. C'est super intéressant. Après, pour les gens qui aiment souligner, il faut souligner ou le faire sur un truc Excel ou peu importe. Mais planifier sa journée la veille. Moi, je sais ce que je fais. Si j'ai beaucoup de choses, quand j'ai rien, j'ai un cours, un simple cours et quelque chose, c'est pas grave. Mais quand j'ai beaucoup de choses à faire, j'essaye de planifier la veille. J'ai le truc, le to-do list, où je mets toutes les tâches qu'il faut. Après, la tâche qui passe en premier, la deuxième, etc. Et à chaque fois que je finis, et je me félicite surtout, quand je finis, j'écris bravo Salsabila et je me félicite. Et c'est important pour le moral, surtout quand tu es seule, il n'y a pas une personne pour te féliciter, donc fais-le pour toi-même. J'espère que j'ai pu ajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup, Salsabila. C'était beaucoup plus pour nos étudiants. J'espère qu'ils sont maintenant, qu'ils ont bénéficié de ces astuces. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre réponse. C'est de la part de Madame Maya Benhafed pour Salsabila. Les étudiants du second cycle galèrent à trouver des stages en cette période de crise sanitaire. Que leur conseillez-vous pour augmenter leurs chances pour que l'entreprise puisse les accueillir? Oui, je galère aussi pour trouver le stage. C'est vraiment très, très difficile en cette période. Ce que je fais personnellement, ici en France, j'ai essayé d'avoir une base de données des entreprises qui existent dans mon domaine avec des emails, parfois RH, parfois j'ai un numéro de téléphone, parfois j'ai l'email du responsable logistique ou achat ou supply chain. Et j'envoie directement des candidatures spontanées, donc des emails personnalisés pour l'entreprise avec un CV, une lettre de motivation. Ça augmente les chances parce que tu réponds pas à une candidature. Parfois, ils n'en ont pas besoin, mais juste parce que tu as envoyé une bonne candidature qu'on t'accepte. Deuxième chose où je dirais la première chose, ça peut vraiment passer en premier, c'est LinkedIn. Donc, il faut être actif sur LinkedIn. Il faut contacter le maximum de personnes. Moi, par exemple, pour une seule entreprise, je peux ajouter plusieurs personnes dans l'entreprise, qui sont bien sûr soit RH, soit les départements qui m'intéressent, et j'envoie le maximum de messages. Parfois, ils répondent pas, parfois, ils mettent des vues. Je relance et je relance et je relance. Il faut envoyer, donc, quand c'est une crise et il y a moins d'opportunités, il vaut mieux agrandir le champ. Comme ça, vous aurez plus d'opportunités. Donc, LinkedIn, candidature spontanée par email. J'ai même appelé quelques entreprises qui m'intéressaient vraiment par téléphone, que vous trouvez toutes les informations sur leur site internet généralement. Et vous pouvez aussi trouver des candidatures directement sur des sites comme Indeed. Même en Algérie, ça marche. Donc, il y a le site Indeed. IND2ED. Et vous pouvez trouver beaucoup de candidatures et envoyer vos CV. Sinon, les sites des entreprises directement. Par exemple, je ne sais pas, si c'est une banque, tu rentres dans le site de la banque, parfois tu trouves des offres et tu envoies directement. Donc, c'est ce que je fais actuellement. D'accord, merci pour votre réponse. Pour compléter ce que disait Salsabila, quand je cherchais mon stage, j'ai imprimé une trentaine de CV. Je suis allée dans toutes les banques, j'ai déposé mes CV. Ah oui, ça aussi. Ça peut être... j'ai été contactée par une banque, mais j'avais déjà trouvé mon stage. Mais sur 30, j'ai reçu quand même un appel. Donc... oui, c'est vrai. Ça aussi, oui.
Merci pour vos réponses. Alors, moi, j'ai une question aussi côté, on peut dire, psychique. Comment vous pouvez rester motivé tout ce temps? Moi, je n'ai que mes études et je galère. La crise sanitaire m'a complètement chamboulée. Donc, comment vous pouvez rester motivé? Là, je peux t'assurer qu'on n'est pas tout le temps, je suis pas tout le temps motivée. Ça dépend, c'est des hauts, des bas. Aujourd'hui, je me suis juste maquillée pour remonter le moral avec ce webinaire. Oui, beaucoup de sport, oui, le sport. Après, ça dépend des journées. Donc, moi, je suis loin de mes parents et de ma famille, donc c'est pas trop évident. Mais genre, des fois, je me réveille le matin, je me dis, j'ai un objectif fixé, je dois l'atteindre, je dois tout faire pour arriver. Parfois, j'ai pas du tout le moral et je vois tout noir. Et après, un peu de dua et de Coran et je reprends. Et c'est la vie. Donc, on n'est pas tout le temps motivé, mais essayez de trouver les choses qui vous font le plus plaisir. Le sport, regarder un truc. Parfois, regarder des vidéos de motivation. Ça m'arrive de regarder les vidéos de motivation sur Internet. Parfois, c'est super motivant. Les trucs, les conférences de TEDx, c'est super motivant aussi. Donc, voilà, pour s'encourager, faire quelque chose que vous aimez, cuisiner, si vous aimez cuisiner, et reprendre. Personnellement, j'aime tout sauf cuisiner. D'accord, il faut savoir prendre des pauses un peu, faut savoir prendre des pauses entre les tâches pour pas avoir une accumulation. Si une journée on n'est pas bien, on n'arrive pas à travailler, on n'est pas motivé, on fait rien ce jour-là et le lendemain on reprend, on recommence et ça va généralement plus vite. D'accord, merci pour votre réponse. Alors, pour notre chère audience, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer l'événement. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je remercie nos chers invités. Merci Maya encore une fois pour cette initiative. C'est vraiment enrichissant et merci à nos invités pour le partage de leur parcours. C'est vraiment inspirant. C'est quelque chose que je veux réellement faire, Inch'Allah. Joyeuses fêtes à vous toutes et que Dieu vous apporte que du bien, Inch'Allah. Merci beaucoup pour être là et je donne la parole à Madame Maya. Merci Anfel, merci à nos chers invités. Moi aussi, je vous souhaite une bonne fête. J'espère que cet événement va être bénéfique à nos étudiants. J'espère aussi que ça va renouer les liens parce que vraiment, c'est l'idée. Vous avez parlé des alumni, donc je tiens à souligner que j'ai créé un groupe d'alumni, donc il suffit d'écrire alumni, donc ALUMNI, @escf-constantin.dz et vous envoyez un mail aux alumni et quelqu'un peut vous répondre. Donc vraiment, on peut maintenant entrer directement en contact avec nos alumni. Aussi, vous avez évoqué le club, donc un club qui s'annonce actif. Donc, je leur souhaite beaucoup de chance. Je suis à leur disposition pour les guider. J'espère que nos enseignants aussi vont suivre parce que les étudiants sont un petit peu perdus seuls. Donc, j'invite mes chers collègues à les motiver, à leur donner comme ça des contacts, des ficelles, parce qu'un événement, c'est vraiment la collaboration de tous. Donc, c'est pas une seule personne, c'est pas deux, c'est travailler ensemble, partager, échanger, élargir le réseau, un réseau de qualité, avec un objectif commun qui est vraiment évoluer ensemble. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de clôturer avec une phrase que notre Monsieur Aktouf, qui était avec nous dans le 6e webinaire, qui va être, Inch'Allah, d'ici 15 jours avec nous dans un autre webinaire. Donc, ça va être la partie 2 sur l'économie du savoir. Donc, il a dit, il a repris la citation je pense donc je suis. Donc pour lui c'est nous pensons donc je suis. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le nous. Merci, ça m'a fait plaisir. Vraiment, je suis honorée, je suis fière de voir nos anciens étudiants s'intéresser encore à l'école et donner de leur temps malgré leur agenda qui est bien riche. Donc je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci énormément. Bonne fête à toutes
Et Aïchek, merci. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Merci Maya, c'est gentil. Au revoir. Bonne fête à toutes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.